Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance Exercice physique pour les patients atteints d'un cancer de la prostate. Avant de commencer mon exposé, j'aimerais vous donner quelques renseignements généraux sur le programme de soins de soutien du cancer de la prostate. Le programme PCSC, établi en janvier 2013, est principalement financé par des dons philanthropiques. Nous sommes toutefois extrêmement reconnaissants du soutien généreux que nous avons reçu des organisations gouvernementales et non gouvernementales dans le passé. Le programme PCSC propose des sessions d'éducation et des rendez-vous en clinique pour mieux comprendre les besoins, les stratégies de traitement des survivants du cancer de la prostate et de leurs partenaires. Voici les différents modules que nous proposons. Ils sont tous proposés soit en personne, soit par le biais de programmes en ligne en direct. La plupart de ces sessions d'éducation sont proposées chaque mois et comportent une clinique. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos rendez-vous individuels ou nos sessions d'éducation, veuillez communiquer avec notre coordinatrice du programme. Aujourd'hui, je vais faire un exposé général sur les bienfaits de l'exercice, les directives actuelles en matière d'exercice pour les patients atteints d'un cancer de la prostate et l'utilisation d'exercices spécifiques pour gérer les effets secondaires du traitement. Si vous estimez que cette présentation vous fournit les informations dont vous avez besoin, c'est une excellente chose. Cependant, si vous pensez que des conseils personnalisés puissent vous être bénéfiques, je vous encourage vivement à prendre un rendez-vous individuel avec l'un des physiologistes de l'exercice de notre clinique. Lors des visites individuelles, nous commencerons par discuter de vos objectifs et par examiner vos antécédents médicaux. Ensuite, nous effectuerons une série de tests d'exercice afin d'évaluer votre niveau de forme actuel. Sur la base de cette évaluation, nous élaborerons ensemble un plan d'exercice adapté à vos besoins. Après cette première consultation, vous commencerez votre programme d'exercice et nous nous reverrons pour une séance de suivi après un mois. Lors du rendez-vous de suivi, nous examinerons vos progrès et apporterons les modifications nécessaires à votre programme d'exercice. Nous continuerons à suivre vos progrès lors de rendez-vous de suivi au bout de 3 mois, de 6 mois et d'1 an. Notre objectif tout au long de ces séances est d'assurer une amélioration continue de votre routine d'exercice et de répondre à toutes les questions ou préoccupations que vous pouvez avoir en tant que patient. Dans la présentation d'aujourd'hui, nous allons aborder divers sujets. Que signifie l'exercice? Pourquoi vous devriez faire de l'exercice? Quelle quantité d'exercice physique est recommandée? Nous allons parler d'exercices spécifiques pour gérer les effets secondaires liés au traitement, de la manière d'améliorer la santé et la survie à long terme grâce à l'exercice, et de la manière de commencer en toute sécurité. Que signifie faire de l'exercice? Tout d'abord, précisons ce qu'est l'activité physique. Elle englobe toute forme de mouvement, de la simple marche à des activités plus vigoureuses. Qu'il s'agisse de marcher, de jardiner, de passer l'aspirateur ou même de jouer avec son animal de compagnie. Tout passage du repos au mouvement ou de l'immobilité au mouvement est considéré comme une activité physique. La différence entre l'activité physique et l'exercice se situe au niveau de la structure. L'exercice est défini comme tout mouvement planifié, structuré, répétitif et intentionnel effectué pour améliorer ou maintenir sa santé physique. Par exemple, si vous souhaitez augmenter la force de vos bras, vous n'y parviendrez pas en passant l'aspirateur ou en faisant une promenade. Il faut être très intentionnel à ce sujet. Pour améliorer la force du bras, nous devons faire des exercices au moins 3 fois par semaine, comme une flexion du biceps, afin de renforcer et d'améliorer la force du bras. Il en va de même pour l'amélioration de la capacité cardio-respiratoire. Vous n'y parviendrez pas en vous contentant de faire une promenade de 10 minutes une fois par semaine. Pour commencer, oui, mais à terme, 7 fois par semaine doit être remplacée par une marche de 30 minutes 3 fois par semaine, puis 5 fois par semaine pendant 30 minutes pour vraiment commencer à améliorer votre cardio. Par conséquent, la grande différence ici est que l'activité physique est un mouvement quelconque, tandis que l'exercice est intentionnel. Il s'agit habituellement d'un objectif et il y a généralement un résultat à la fin de celui-ci. Et enfin, nous avons un comportement sédentaire, ce que nous essayons d'éviter. Le comportement sédentaire consiste essentiellement à ne pas bouger. Si vous regardez ceci en ce moment, vous êtes simplement assis devant un écran d'ordinateur ou peut-être au travail, vous passez beaucoup de temps devant un bureau. Peut-être qu'après le travail, vous rentrez chez vous et passez beaucoup de temps devant la télévision ou à lire. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme, mais la sédentarité est en train de devenir le nouveau tabagisme. Nous essayons peu à peu de nous en éloigner, car la sédentarité présente de nombreux risques pour la santé et a des effets négatifs sur celle-ci. En ce qui concerne le comportement sédentaire,
Nous savons qu'il est associé à un risque accru de mortalité, toutes causes confondues, et cardiovasculaire, de cancer, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Le risque des principales maladies, si ce n'est la plupart d'entre elles, finit par augmenter si l'on ne bouge pas. Examinons un exemple ensemble. Nous avons 2 personnes ici, l'une en rouge que nous appellerons Sarah et l'autre en vert que nous appellerons Mike. Découvrons leur journée type. Sarah commence sa journée en se levant le matin, en prenant son petit déjeuner et en montant dans sa voiture. Elle a 45 minutes de route pour se rendre à son travail. Une fois au travail, elle passe toute la journée à son bureau, avec des pauses occasionnelles pour boire de l'eau, aller aux toilettes et peut-être faire une petite promenade autour du bureau. Après le travail, elle reprend sa voiture pour un trajet d'1 heure jusqu'à son domicile, avec des embouteillages sur le trajet. Une fois à la maison, elle passe son temps à regarder la télévision avant de se coucher. Évaluons maintenant le niveau d'activité physique de Sarah tout au long de la journée. En dehors des allers-retours vers et depuis sa voiture et de quelques petites promenades pendant les pauses déjeuner, elle n'a pas pratiqué beaucoup d'activité physique. D'un autre côté, prenons Mike. Heureusement, Mike habite à 20 minutes de pied de son lieu de travail. Il choisit donc de se rendre au travail à pied. Comme Sarah, il a un travail de bureau. Cependant, Mike reconnaît l'importance d'intégrer des pauses dans sa journée. Par conséquent, toutes les heures, Mike se fait un devoir de bouger, qu'il s'agisse de discuter avec un collègue ou d'aller aux toilettes. À l'heure du déjeuner, il consacre la moitié de sa pause à manger et l'autre moitié à marcher d'un bon pas. À la fin de la journée, il rentre chez lui à pied. En arrivant chez lui, il se lance dans une promenade à vélo de 30 minutes avant de préparer le dîner. Après le dîner, il passe du temps dans son atelier de menuiserie, se concentrant sur un projet. Juste avant de se coucher, il promène son chien. Le contraste est saisissant entre le niveau d'activité physique de Sarah et celui de Mike. Alors que Sarah ne pratiquait pas beaucoup d'activité physique, Mike intégrait de nombreux mouvements tout au long de sa journée. Ce que nous préconisons ici, c'est le concept de collation d'exercice, c'est-à-dire des petites séances d'exercice réparties tout au long de la journée. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces périodes d'exercice sont essentielles. Eh bien, le corps est remarquablement adaptatif. Si vous êtes constamment sédentaire, votre corps interprétera cela comme un signal que certains muscles ne sont pas utilisés et commencera à les atrophier. Le maintien du tissu musculaire nécessite beaucoup d'énergie. Sans une utilisation régulière, vous risquez donc de voir votre masse et votre force musculaire diminuer. De plus, des périodes prolongées d'inactivité peuvent entraîner un ralentissement du métabolisme. Ces calories supplémentaires qui seraient normalement brûlées par le mouvement finissent par être stockées dans la région abdominale. Accumuler trop de graisse autour du ventre augmente le risque de diverses maladies. En incorporant ces petits mouvements tout au long de la journée, nous stimulons le métabolisme et améliorons la circulation sanguine. En outre, le fait de bouger davantage tout au long de la journée peut contribuer à atténuer cette raideur et à réduire le risque de blessure. En outre, examinons l'impact sur la santé métabolique. Comme nous l'avons vu, ces calories excédentaires ont tendance à s'accumuler autour du ventre. En bougeant tout au long de la journée, vous pouvez augmenter progressivement la dépense calorique, ce qui a une influence positive sur la gestion du poids. Nous approfondirons ce concept lorsque nous aborderons la question de la fatigue, souvent ressentie par les patients soumis à une TPA ou à une radiothérapie. Les collations d'exercice s'avéreront particulièrement bénéfiques pour ce groupe démographique dans la gestion des niveaux de fatigue. Notre recommandation est donc d'essayer de bouger plus et de rester assis moins longtemps. Plus vous encouragez le mouvement tout au long de la journée, plus il y a des bénéfices pour vous. Alors, quelles sont les stratégies à adopter? Eh bien, si vous êtes assis peut-être au travail, beaucoup d'entre nous ont maintenant une montre Apple. Elle vous chronomètre automatiquement pour vous permettre de vous lever et de vous déplacer, ce qui est formidable. Si vous n'en avez pas, vous pouvez régler une minuterie sur votre téléphone ou regarder l'horloge toutes les heures. Vous pouvez simplement vous lever et marcher quelques minutes. Vous pouvez envisager de faire un exercice assis debout depuis votre chaise. Peut-être aller jusqu'à un mur et faire 10 extensions de bras. Si vous êtes devant la télévision, j'aime encourager les patients à se lever à chaque pause publicitaire. Même chose, vous pouvez faire une promenade rapide, 10 mouvements assis debout depuis votre chaise. Vous pourriez peut-être envisager de placer la télécommande loin de la télévision. Ainsi, si vous voulez changer de chaîne, vous vous levez, prenez la télécommande, changez de chaîne et retournez vous asseoir. Il existe donc un grand nombre de stratégies différentes que vous pouvez mettre en œuvre pour essayer de bouger davantage tout au long de la journée. Une autre question que l'on me pose souvent est celle de la nécessité de faire de l'exercice. C'est une question pertinente. Nous savons que la principale cause de décès chez les hommes atteints d'un cancer de la prostate est une maladie cardiovasculaire.
Les progrès de la recherche au cours des 15 à 20 dernières années ont permis un diagnostic relativement rapide du cancer de la prostate. Le pronostic à long terme pour les patients s'est considérablement amélioré. Cependant, les taux d'obésité augmentent malheureusement, surtout dans les cultures occidentales où prévalent de mauvaises habitudes alimentaires et des modes de vie sédentaires. Par conséquent, les maladies cardiovasculaires constituent une préoccupation majeure pour de nombreuses personnes. Par conséquent, si nous pouvons promouvoir plus de mouvement, c'est ce mouvement qui peut réduire de manière significative le risque de développer une maladie cardiovasculaire et de gérer un grand nombre de facteurs de risque qui y sont associés. L'exercice peut réduire et gérer les effets secondaires des traitements liés au cancer de la prostate, dont nous parlerons beaucoup plus dans les prochaines diapositives. L'exercice a un effet positif sur la santé métabolique, notamment une meilleure condition cardiovasculaire et une réduction de la masse grasse corporelle, ainsi que de la pression artérielle. J'ai mentionné plus tôt que nous voulions essayer de contrôler certains des facteurs de risque des maladies cardiaques, notamment l'hyperglycémie, l'hypercholestérolémie et l'hypertension artérielle. L'exercice peut aider à gérer tous ces problèmes. L'exercice peut contribuer à réduire la mortalité toutes causes confondues, ce qui a été observé chez les personnes âgées pratiquant des exercices d'aérobie et de musculation. Le risque de mortalité le plus faible a été observé chez les adultes qui font une combinaison des deux. Par conséquent, si nous parvenons à vous faire suivre un bon programme d'entraînement musculaire et d'exercice d'aérobie, nous pourrons constater une réduction significative du risque de mortalité. Enfin, l'exercice est l'intervention non pharmaceutique la plus efficace et fondée sur des données probantes pour les patients atteints d'un cancer de la prostate. Ces avantages s'étendent au-delà des patients atteints du cancer de la prostate et contribuent de manière significative au bien-être général. Cette diapositive résume très bien la situation. Il a été démontré que l'exercice améliore la santé cardiovasculaire, la densité osseuse, dont nous allons beaucoup parler avec les patients traités par TPA, la fatigue liée au cancer, l'incontinence vésicale et le sommeil. Lorsque nous brûlons plus d'énergie tout au long de la journée, nous avons tendance à mieux dormir. La fonction sexuelle, la masse et la force musculaire seront très importantes pour les patients recevant une hormonothérapie. Composition corporelle. Nous venons de voir que l'augmentation de la taille du ventre peut entraîner le développement de maladies cardiovasculaires. Je souhaite vraiment mettre l'accent sur le contrôle de la masse graisseuse de notre corps. Le contrôle de la glycémie est crucial, en particulier pour les patients en phase prédiabétique. Souvent, les médecins recommandent de faire de l'exercice et de modifier le mode de vie avant de recourir à des médicaments supplémentaires. La pratique d'un entraînement musculaire solide et d'une activité physique régulière peut souvent aider les patients à éviter d'avoir recours à de tels médicaments. L'exercice joue également un rôle important dans le maintien d'un poids santé, améliorant la souplesse et l'équilibre. En outre, l'exercice a fait ses preuves en matière d'amélioration de la santé mentale. En cas de stress, une promenade ou un exercice physique intense peut atténuer les symptômes et vous permettre de vous sentir beaucoup mieux par la suite. La prochaine question est de savoir quelle quantité d'exercice est recommandée. Nous allons passer en revue les 4 piliers de l'exercice, et chacun d'entre eux a sa propre crédibilité et le temps qu'il convient de lui consacrer. Et nous allons aborder chacun de ces sujets. Nous allons parler d'exercices d'aérobie, d'entraînement musculaire, de souplesse et d'équilibre. Mais avant cela, je voudrais que vous preniez une minute pour vous poser quelques-unes de ces questions. Et encore une fois, nous allons les passer en revue au fur et à mesure. En tant que physiologiste de l'exercice, nous aimons utiliser le principe FIT, F-I-T-T, pour prescrire des exercices. Le F signifie fréquence. Et encore une fois, posez-vous ces questions. À quelle fréquence faites-vous de l'exercice actuellement? Allez-vous vous promener une fois par semaine, peut-être nager une fois par semaine? Est-ce que c'est tous les jours? I, c'est pour intensité. Jusqu'où vous poussez-vous? Considérez-vous que faire une petite promenade est déjà assez difficile? Êtes-vous essoufflé lorsque vous faites de l'exercice? T est pour le temps. Combien de temps passez-vous? Faites-vous 2 minutes par jour, 10 minutes par jour, chaque jour? Faites-vous 1 heure par jour, 5 jours semaine? L'autre T est pour type. Quel mode d'exercice faites-vous? Envisagez-vous de jardiner, de faire une promenade ou de danser? Ce sont tous des points que nous allons aborder dans les prochaines diapositives. Parlons d'abord de l'exercice d'aérobie. Quand vous pensez à l'exercice d'aérobie, à quoi pensez-vous? Peut-être que la première chose qui vous vient à l'esprit est de faire une promenade, d'utiliser un tapis de course, de nager, de courir, de faire du vélo. Tous les grands exemples d'exercices d'aérobie.
Par l'intermédiaire de Santé Canada, notre objectif est d'accumuler au moins 150 minutes d'exercice d'aérobie modéré à vigoureux par semaine. Je vais maintenant définir les termes modéré et vigoureux dans quelques diapositives. Mais 150 minutes, vous regardez ce chiffre et vous vous dites que c'est un gros chiffre à accumuler, n'est-ce pas? Prenons ce chiffre et décomposons-le un peu. 150 minutes peuvent être décomposées en 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Nous pouvons décomposer encore plus. Vous prenez ces 30 minutes et vous pouvez les diviser en 3 périodes de 10 minutes, 3 fois par jour. Cela peut signifier 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi, 10 minutes le soir. Notre objectif est donc d'essayer d'accumuler au moins 30 minutes d'exercice d'aérobie en fin de journée, la plupart des jours de la semaine. Si cela signifie qu'il faut commencer par des promenades de 5 minutes à la fois et augmenter progressivement, c'est tout à fait possible. Mais idéalement, notre cible principale devrait être la plupart des jours de la semaine pendant au moins 30 minutes. Si vous en faites plus, ou si vous faites déjà cela, tant mieux, continuez. L'entraînement musculaire. Lorsque nous pensons à l'entraînement musculaire, la première chose qui nous vient à l'esprit est de soulever des poids dans une salle de sport. Droit, fer, haltères longs, haltères courts, bande de résistance, TRX, haltères kettlebell. Ce sont tous d'excellents exemples d'exercices d'entraînement musculaire. Lorsqu'il s'agit d'entraînement musculaire, nous voulons nous concentrer sur les principaux muscles du corps. Cela comprend le thorax, les épaules, l'abdomen, le dos et les jambes. Idéalement, nous devrions essayer de faire au moins 2 séances par semaine. Nous allons parler un peu plus en détail des répétitions, des séries, à nouveau dans quelques diapositives. Mais en ce qui concerne l'entraînement musculaire, nous savons que nous atteignons généralement un pic de force vers l'âge de 30 ans. Chaque décennie suivante, notre force et notre masse musculaire commencent à diminuer lentement. Aujourd'hui, ce n'est qu'à partir de 65 ans qu'il se produit à un rythme beaucoup plus rapide. Une fois que nous avons atteint cet âge, nous commençons à avoir un déclin à un rythme beaucoup plus rapide. Et chaque décennie suivante, le déclin est encore plus rapide. Alors ça va vous arriver, ça va m'arriver. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Mais l'une des principales choses sur lesquelles nous pouvons nous concentrer est de savoir comment nous pouvons réduire cette courbe abrupte pour qu'elle se stabilise un peu plus et qu'elle diminue un peu plus lentement. L'entraînement musculaire va certainement aider à cela. La prochaine section sur laquelle nous allons nous concentrer est celle de la souplesse. Combien d'entre vous ont souffert de blessures persistantes, telles que des douleurs cervicales, des problèmes d'épaule ou des maux de dos? Souvent, ces blessures ou ces gênes musculaires persistantes peuvent être soulagées par des étirements réguliers ou des pratiques telles que le yoga. La pratique de différents types d'exercices et d'exercices de mobilité permet d'ouvrir le corps et de réduire l'inconfort. Les étirements peuvent vous sembler banals, mais ils constituent l'une des principales méthodes pour réduire le risque de blessure. Avec l'âge, la raideur des articulations a tendance à augmenter, ce qui rend les exercices de souplesse encore plus cruciaux. C'est pourquoi je recommande d'intégrer des exercices d'étirement ou de souplesse dans votre routine, idéalement après l'exercice ou après une douche chaude, lorsque les muscles sont échauffés et plus réceptifs à l'étirement. Essayez de faire 2 à 3 séries d'étirements chaque jour de la semaine en maintenant chaque étirement pendant environ 30 secondes à 1 minute. Le dernier segment est celui de l'équilibre. Nous voulons ajouter de l'équilibre tous les jours. L'ancien protocole stipulait que l'équilibre devait être prescrit à toute personne présentant un risque de chute ou à toute personne âgée de plus de 65 ans. J'encourage tout le monde à faire des exercices d'équilibre. Il n'y a jamais de groupe d'âge où l'équilibre devrait être exclu. Nous savons que l'entraînement à l'équilibre présente de nombreux avantages. Évidemment, plus nous vieillissons, plus nous voulons réduire le risque de chute. La dernière chose que l'on souhaite, c'est de faire une chute, de se fracturer la hanche et d'être cloué au lit pendant des mois, car la convalescence peut s'avérer très difficile. Du point de vue de l'intervention, si vous suivez une hormonothérapie, nous allons en parler un peu plus en détail, votre densité osseuse peut être réduite. Ainsi, si vous tombez et que vous vous fracturez la hanche, cela peut vous être très préjudiciable. Il est donc très important de travailler sur l'équilibre, et nous mettons l'accent sur ce point dans notre clinique d'exercice. Cette diapositive résume essentiellement les 3 phases de l'exercice dont nous avons parlé précédemment: l'échauffement, la mise en condition et la récupération. La phase de récupération est particulièrement importante car elle permet au corps de revenir progressivement à son état de base. S'arrêter brusquement après un exercice intense peut entraîner une accumulation de sang dans les jambes, ce qui peut provoquer des vertiges et des étourdissements. Pendant la phase de récupération, il est essentiel de maintenir une marche lente et régulière, similaire à celle de la phase d'échauffement.
Cette phase est également l'occasion de faire des étirements, ce qui permet de réduire davantage le risque de blessure tout au long de l'exercice. Voyons maintenant comment mesurer l'intensité de l'exercice d'aérobie en nous concentrant sur deux zones clés, la zone d'intensité modérée et la zone d'intensité vigoureuse. Avant de plonger dans ces domaines, j'aimerais revenir un peu en arrière. Quand il s'agit d'exercices, nous passons par des phases. Il y a d'abord la phase d'échauffement. Tout comme on réchauffe une voiture froide, par une journée froide, avant de conduire, nous devons progressivement échauffer notre corps pour éviter les blessures. Il s'agit d'augmenter lentement la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la pression artérielle pour préparer le corps à un exercice plus intense. Après l'échauffement, nous entrons dans la deuxième phase, où nous nous poussons un peu plus fort. Rester dans la zone d'exercice léger tout au long de l'année n'apportera pas de bénéfices significatifs. C'est pourquoi nous encourageons les patients à viser la zone modérée. Pour en juger, demandez-vous si vous pouvez tenir une conversation pendant l'exercice. Si oui, vous êtes dans la zone modérée. Si vous pouvez facilement siffler ou chanter, c'est trop léger et vous devez augmenter l'intensité. En outre, nous utilisons l'EPE, échelle de perception de l'effort, qui mesure la difficulté de l'exercice pour vous. Sur cette échelle, 0 à 2 signifie un effort facile, où l'on peut siffler ou chanter. 3 à 5 indique un effort modéré, permettant la conversation mais pas le sifflement ou le chant. Enfin, 6 à 10 représente un effort important où il devient difficile de parler. Lorsque vous faites de l'exercice à intensité modérée, vous devriez être en mesure de converser confortablement. Si vous n'avez pas de mal à siffler ou à chanter, augmentez l'intensité pour obtenir de meilleurs résultats. Le dernier point à prendre en compte est l'établissement de votre fréquence cardiaque cible pendant l'exercice. Vous êtes peut-être curieux de savoir quelle est la fréquence cardiaque cible appropriée pour vous. La méthode la plus précise pour déterminer cela est une épreuve d'effort. Lors d'une épreuve d'effort, on vous emmène dans un laboratoire où un ECG surveille votre rythme cardiaque et vérifie votre tension artérielle. Ensuite, vous marcherez sur un tapis de course en augmentant progressivement l'inclinaison et la vitesse jusqu'à ce que vous atteigniez votre capacité cardiaque maximale. Ce test donne des indications précieuses sur votre rendement maximal. Malheureusement, les épreuves d'effort ne sont pas disponibles dans notre clinique. Cependant, nous pouvons estimer la fréquence cardiaque maximale en utilisant la formule couramment utilisée de 220 moins votre âge en années pour déterminer la fréquence cardiaque correspondant à une intensité modérée, généralement comprise entre 50 et 70 % de la fréquence cardiaque maximale. Prenons l'exemple d'une personne âgée de 20 ans pour plus de simplicité. En soustrayant 20 de 220, on obtient 200. En multipliant 200 par 0,5, on obtient 100. Et en multipliant 200 par 0,7, on obtient 140. Par conséquent, pour une intensité modérée, votre fréquence cardiaque devrait idéalement se situer entre 100 et 140. Cependant, il y a quelques raisons pour lesquelles je n'aime pas cette méthode. En effet, si vous prenez des médicaments qui ralentissent votre fréquence cardiaque, comme un bêta-bloquant, cette formule ne sera pas exacte pour vous, car votre fréquence cardiaque sera considérablement réduite. Si vous êtes vraiment déconditionné, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'exercice, votre fréquence cardiaque augmentera très rapidement avec un minimum d'exercice, ce qui rendra la formule moins applicable. À l'inverse, si vous êtes en excellente condition physique, très habitué à faire de l'exercice pour votre âge, votre objectif de fréquence cardiaque sera beaucoup plus bas. Tout en cherchant à augmenter votre fréquence cardiaque, votre condition physique l'empêchera de s'élever trop rapidement. C'est pourquoi je préfère utiliser le test de parole et l'EPE, échelle de perception de l'effort, comme principaux indicateurs de l'intensité de l'exercice. Parlons maintenant de l'intensité vigoureuse. En utilisant le même test de parole, vous aurez du mal à dire plus que quelques mots, voire aucun. Rappelez-vous une fois où vous avez eu du mal à parler en faisant de l'exercice. C'est le niveau d'intensité dont nous parlons ici. Sur l'EPE, cette intensité se situe autour de 7 à 8 sur 10, ce qui est nettement plus élevé qu'une intensité modérée. Quant à la fréquence cardiaque, elle se situe généralement entre 70 et 85 % de la fréquence maximale. Lorsque les patients viennent à la clinique, en particulier ceux qui n'ont jamais fait d'exercice, nous les faisons généralement commencer par des exercices d'intensité modérée, plus faciles à gérer et à maintenir. Nous les introduisons progressivement dans la zone vigoureuse. Toutefois, si vous faites de l'exercice depuis des années et que vous vous sentez à l'aise,
Nous pourrons commencer par des séances d'intensité vigoureuse ou nous orienter davantage vers celles-ci. Pourquoi pratiquons-nous des exercices d'aérobie? La recherche indique qu'ils peuvent augmenter de manière significative les taux de survie à long terme. Toutes les formes d'exercice et d'activité physique contribuent à améliorer le taux de survie jusqu'à 58 %, tandis que l'exercice vigoureux réduit davantage le risque de décès par cancer de la prostate. Il est essentiel de noter qu'une meilleure condition physique aérobie peut ralentir la progression du cancer de la prostate, comme le montre l'augmentation du temps de dédoublement de l'APS. Cette mesure est étroitement surveillée par les oncologues, et il a été démontré que l'exercice d'aérobie prolongeait le temps nécessaire au dédoublement de l'APS. La pratique régulière d'exercices d'aérobie peut donc avoir un impact positif sur le taux d'APS. Cela dit, chaque méthode a ses avantages, et il arrive que je veuille introduire progressivement une activité plus vigoureuse sans nécessairement maintenir les individus dans cette zone en permanence. C'est là que l'entraînement par intervalle à haute intensité, HIIT, entre en jeu. HIIT implique de courtes périodes d'exercice à très haute intensité suivies de brèves périodes de repos. C'est une méthode sûre qui prend peu de temps et dont les nombreux avantages ont été démontrés, notamment l'amélioration de la composition corporelle, de la glycémie et de la régulation de la tension artérielle. Chez les patients atteints d'un cancer de la prostate et soumis à une radiothérapie, on a constaté qu'une participation de courte durée à un entraînement HIIT permettait d'atténuer une partie de la fatigue qu'ils ressentent. Par exemple, vous pouvez commencer par un intervalle d'intensité légère, comme 15 secondes d'activité rapide, où vous ne pouvez pas prononcer plus que quelques mots, suivi de 45 secondes de récupération lente, où vous pouvez siffler ou chanter. Répétez ce cycle pendant 4 minutes au total. Ensuite, vous pouvez augmenter progressivement l'intensité. Par exemple, 20 secondes rapides et 40 secondes lentes, ou 30 secondes rapides et 30 secondes lentes. L'objectif est de parvenir à un ratio d'1 minute d'activité rapide suivi d'1 minute de récupération lente. Ces chiffres sont flexibles et il est possible de commencer par des intervalles plus courts, par exemple 5 ou 10 secondes d'activité rapide, et d'augmenter progressivement à partir de cela. La clé est de commencer là où vous êtes à l'aise et de progresser petit à petit au fil du temps. Maintenant, nous allons plonger dans l'entraînement musculaire qui est mesuré par des séries, des répétitions et la charge. Pour clarifier ces termes, prenons un exemple. Effectuez un exercice de développer des épaules avec 2 poids de 10 livres. Chaque répétition consiste à presser les poids au-dessus de la tête et à les redescendre. Si vous effectuez ce mouvement 10 fois, vous avez fait 10 répétitions. Si vous faites une pause d'1 minute et que vous répétez ce processus 2 fois de plus, vous aurez effectué 3 séries de 10 répétitions chacune. Les répétitions correspondent au nombre de fois où vous effectuez le mouvement. Les séries représentent le groupe de répétitions et la charge indique le poids utilisé. Dans cet exemple, la charge était constituée d'haltères courts de 10 livres, mais elle peut également inclure le poids de votre corps. Il est recommandé d'effectuer 2 à 4 séries de 8 à 12 répétitions en veillant à ce que la fin de chaque série, vous atteigniez la fatigue musculaire et ne puissiez plus effectuer d'autres répétitions. Par exemple, si votre objectif est de faire 3 séries de 10 répétitions pour les flexions du biceps, vous commencez avec vos haltères courts et effectuez les flexions. Si vous ne pouvez pas terminer la 11e répétition, c'est un bon indicateur que le poids est approprié. En revanche, si vous parvenez à dépasser la fourchette de répétitions souhaitée pendant 2 séries consécutives, cela suggère que le poids est trop léger et qu'il faut l'augmenter légèrement. Inversement, si vous avez du mal à atteindre le nombre de répétitions souhaitées, par exemple, si vous ne faites que 6 ou 7 répétitions, cela indique que le poids est trop lourd et que vous devriez envisager de le réduire. En ce qui concerne le tempo, il est très important de garder le contrôle tout au long du mouvement. Je préfère la règle de 2 pour 2. 2 secondes pour soulever le poids et 2 secondes pour l'abaisser. Qu'il s'agisse de flexion de biceps, de développer des épaules ou de flexion de jambes, il est aussi important d'obtenir une amplitude complète de mouvement. Si vous consacrez du temps à l'exercice, vous devez vous assurer que vous le faites correctement. Par exemple, si une flexion complète du biceps implique de passer de l'extension complète à la contraction complète, tout ce qui est inférieur signifie que vous ne sollicitez pas toutes les fibres musculaires. De même, pour le développé des épaules, si vous ne soulevez qu'à moitié, vous ne profitez pas de toute l'amplitude. Bien sûr, des modifications peuvent être nécessaires en cas de blessure.
mais le fait de viser une amplitude complète des mouvements garantit un recrutement musculaire maximal et par conséquent des gains optimaux en termes de force et d'hypertrophie. En outre, il est essentiel de faire des pauses entre les séries. Malgré les contraintes de temps, le fait de se précipiter sur les séries peut nuire à la récupération des systèmes nerveux et endocriniens. Après avoir poussé jusqu'à l'échec une série de 10 répétitions, vos muscles ont besoin de temps pour récupérer. Idéalement, il faut laisser au moins 1 minute entre les séries. Si vous soulevez des poids plus lourds, prolongez la pause à 1 minute et 15 ou 30 secondes. Pour des poids plus légers et des répétitions plus importantes, comme 15 ou même 20 répétitions, une pause de 30 à 45 secondes peut suffire. Ajustez si nécessaire, mais donnez la priorité aux pauses entre les séries. Enfin, n'oubliez pas de respirer. Cela peut sembler relever du bon sens, mais beaucoup d'entre nous l'ignorent, en particulier pendant les séances de musculation. N'oubliez pas de respirer. Évitez de laisser votre visage devenir rouge, en particulier si vous souffrez d'hypertension, car cela peut faire monter votre tension artérielle. Concentrez-vous simplement sur la respiration. Toutefois, si vous préférez un modèle, expirez pendant la phase concentrique ou de travail et inspirez pendant la phase excentrique ou de récupération. Par exemple, lors de développer des épaules, qui est la phase de travail, j'expire en poussant le poids au-dessus de ma tête. Ensuite, pendant la phase d'abaissement, qui est la phase de récupération, j'inspire. De même, lors d'une flexion du biceps, j'expire lorsque je soulève le poids et j'inspire lorsque je le redescends. De même, lors d'une flexion de jambe, j'inspire en descendant et j'expire en remontant, ce qui engage les muscles. En termes d'exercices d'entraînement musculaire, voici quelques exemples que vous pouvez essayer à la maison. Pour la flexion de jambes sur chaise, vous pouvez commencer par utiliser l'accoudoir comme support et progresser petit à petit jusqu'à faire des flexions des jambes à vide sans aucune aide. De même, pour les extensions de bras, les débutants peuvent commencer contre un mur, puis passer à une table, avant de tenter des extensions de bras au sol, d'abord sur les genoux, puis sur les pieds. Enfin, pour les planches, vous pouvez commencer par les exécuter contre un mur ou sur une chaise avant de passer au sol, en commençant par les planches sur les genoux avant de passer aux planches sur les orteils. Lorsque nous avions une vingtaine d'années, l'objectif était peut-être d'avoir une masse musculaire impressionnante. Avec l'âge, la fonctionnalité devient primordiale. Il est essentiel de le souligner. Souvent, nous considérons les capacités de notre corps comme acquises jusqu'à ce que nous soyons confrontés à des défis, tels que des blessures ou des traitements médicaux. En vieillissant, notre objectif devrait être de conserver notre indépendance, en particulier pour les hommes. Nous voulons pouvoir effectuer des tâches quotidiennes, comme porter l'épicerie, jouer avec nos enfants ou petits-enfants et bouger sans aide. L'exercice physique régulier peut contribuer de manière significative à la réalisation de ces objectifs. L'adage « on s'en sert ou on le perd » s'applique ici. La constance est essentielle pour que l'exercice fasse partie intégrante de notre routine, tout comme le brossage des dents. En intégrant régulièrement l'activité physique à notre mode de vie, nous pouvons améliorer notre qualité de vie en vieillissant. L'objectif ultime est de conserver son indépendance jusqu'à un âge avancé, voire jusqu'à 70, 80, 90 ou même 100 ans. Rien n'est plus décourageant que de devoir compter sur d'autres personnes ou sur des aides pour fonctionner au quotidien. Qu'en est-il de la puissance? C'est un aspect que nous n'avons pas beaucoup approfondi. Essentiellement, la puissance se réfère à la capacité de se déplacer rapidement. Les fibres musculaires à contraction rapide sont essentielles pour générer une force rapide, cruciale pour des actions telles que la marche rapide, la réaction à des mouvements soudains, la navigation dans les escaliers et d'autres tâches quotidiennes. Considérez ce scénario. Vous êtes sorti pour une promenade et vous glissez. Des réflexes rapides sont nécessaires pour éviter une chute et des blessures potentielles en ajustant rapidement la position de votre pied ou en tendant la main pour vous stabiliser. Malheureusement, avec l'âge, ces fibres musculaires à contraction rapide diminuent, ce qui entraîne un ralentissement progressif. Cependant, l'intégration de la vitesse dans la musculation peut cibler ces muscles et aider à contrer ce déclin. Comment? En soulevant les poids rapidement et en les abaissant lentement. L'entraînement en puissance est une forme d'exercice plus avancée et il est conseillé de consulter un physiologiste de l'exercice avant de s'y lancer.
Il peut fournir des conseils adaptés à vos besoins et garantir une mise en application sûre. Malgré sa complexité, l'entraînement en puissance peut être très bénéfique, en particulier lorsque nous vieillissons et que nous sommes confrontés au déclin des fibres musculaires à contraction rapide. Un autre domaine crucial que nous voulons souligner est l'équilibre. Comme mentionné précédemment, les effets secondaires du traitement peuvent avoir un impact sur l'équilibre et augmenter le risque de chute, ce qui peut être particulièrement préoccupant pour les patients dont la densité osseuse est réduite en raison du risque plus élevé de fracture. Il est recommandé de faire de l'entraînement fonctionnel et d'équilibre, ainsi que d'autres formes d'activité pour atténuer le risque de chute. Que pouvez-vous faire pour améliorer l'équilibre? Il existe une application appelée Clock Yourself que vous pouvez télécharger. Elle propose des exercices uniques conçus pour améliorer la santé et la coordination du cerveau. Des activités simples comme se tenir sur un pied tout en bougeant les bras dans différentes directions ou se tenir sur un oreiller et déplacer son poids d'un côté à l'autre peuvent aider à améliorer la mobilité de la cheville et l'équilibre en général. Le simple fait de se tenir debout sur ses deux pieds et de fermer les yeux peut révéler à quel point vous êtes équilibré ou déséquilibré. Vous pourriez être surpris de vous retrouver à osciller ou à vous sentir instable si vous n'en avez pas l'habitude. Il existe de nombreuses méthodes efficaces pour travailler l'équilibre. Et si vous avez des questions, vous pouvez travailler avec nous à la clinique pour développer un programme sur mesure pour vous. Est-ce sans danger? Il est normal de se sentir un peu chancelant ou instable lorsqu'on travaille l'équilibre. Lorsque nous sommes bien campés sur nos deux pieds, nous nous sentons confiants, mais lever un pied peut induire un sentiment de tremblement. Il est essentiel d'avoir un support à proximité, comme un mur ou une chaise, pour éviter les chutes. En abordant ces risques et en prenant des mesures de sécurité, nous pouvons vous faire progresser graduellement dans le programme d'équilibre. Posez-vous les questions suivantes. Combien d'exercices faites-vous actuellement? Et que pouvez-vous commencer à faire aujourd'hui, dès maintenant? C'est le moment idéal pour prendre une collation de mouvements. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez le temps d'effectuer 5 mouvements assis debout ou 10 extensions de bras contre un mur. Vous pouvez même faire une petite promenade jusqu'aux toilettes. Rappelez-vous que ces mouvements n'ont pas besoin d'être trop difficiles, mais que leur intégration dans votre journée peut avoir un impact positif sur votre santé. Nous allons maintenant nous pencher sur les recommandations d'exercices spécifiques visant à intégrer et à réduire les effets secondaires du traitement. Parlons d'abord de l'incontinence urinaire. La recherche indique que les exercices du plancher pelvien, communément appelés exercices de Kegel, améliorent l'état de la sangle musculaire, améliorant ainsi le contrôle et le fonctionnement de la vessie. Ceci est particulièrement important pour les personnes qui ont subi une prostatectomie ou une radiothérapie, car ces personnes peuvent souffrir d'incontinence urinaire. L'activation des muscles du plancher pelvien peut présenter plusieurs avantages, notamment un retour potentiellement plus rapide à la continence après l'opération et le respect des recommandations en matière d'activité physique avant l'opération qui peuvent contribuer à réduire l'incontinence après l'opération. Les exercices du plancher pelvien ne sont pas abordés dans la clinique d'exercice, mais nous avons un module entier consacré aux problèmes de vessie et d'intestin. Que vous vous prépariez à une intervention chirurgicale, que vous gériez actuellement une incontinence ou que vous envisagiez une radiothérapie, cette base de connaissances peut s'avérer inestimable. Je vous recommande vivement d'assister à la session d'éducation sur ce sujet. Si vous avez encore des questions ou des inquiétudes après la séance, ou si vous êtes activement confronté à l'incontinence, il pourrait être bénéfique pour vous de programmer une séance individuelle avec l'un de nos physiothérapeutes du plancher pelvien. On estime que plus de 80% des patients atteints de cancer éprouvent de la fatigue à un moment donné. Contrairement à la croyance populaire, l'adoption d'une stratégie de repos peut en fait augmenter le niveau de fatigue. Se reposer tout au long de la journée peut sembler être la bonne approche, mais cela peut en fait aggraver la fatigue. Le corps s'adapte à l'inactivité en réduisant la masse musculaire, en augmentant la prise de poids et en ralentissant le métabolisme, ce qui entraîne une léthargie accrue. Au lieu de passer la journée au lit, lorsqu'on se sent fatigué par une radiothérapie ou une hormonothérapie, il peut être très bénéfique d'incorporer des petites périodes de mouvement. Même de courtes promenades ou des exercices simples comme se lever et s'asseoir plusieurs fois par heure peuvent aider à combattre la fatigue.
Il n'est pas nécessaire de faire une longue marche. Même des petits mouvements tout au long de la journée peuvent faire une différence significative dans la gestion de la fatigue. Les exercices d'aérobie et de résistance se sont avérés très efficaces pour gérer la fatigue, dépassant souvent l'efficacité des médicaments lorsqu'ils sont correctement prescrits. Pour stimuler les niveaux d'énergie, essayez de faire de l'exercice quotidiennement, en augmentant progressivement l'intensité au fil du temps. En outre, envisagez de programmer des séances d'exercice plus tôt dans la journée lorsque les niveaux d'énergie sont généralement plus élevés. Quelles autres stratégies pouvons-nous explorer pour atténuer la fatigue? J'ai évoqué l'exemple de faire de l'exercice plus tôt dans la journée que le soir, ainsi que l'idée de fractionner l'exercice. Au lieu de faire une seule promenade de 30 minutes, envisagez d'en faire 3 de 10 minutes. Réduisez votre temps de marche pour la journée. Par exemple, au lieu de 60 minutes, essayez de marcher 20 minutes. Essayez de vous lever toutes les heures pour faire une petite promenade autour de votre maison afin de faire circuler votre sang et de stimuler votre métabolisme. Faites des pauses, par exemple, pendant les publicités télévisées. Essayez de faire 10 mouvements assis debout ou quelques extensions de bras sur le mur. Maintenant, il peut arriver que vous exagériez dans votre programme d'exercice. Par exemple, si vous faites de l'exercice le lundi et que vous vous réveillez légèrement endolori le mardi, mais que vous pouvez encore gérer vos activités quotidiennes, c'est normal. Mercredi, vous vous sentirez peut-être un peu plus endolori, mais vous serez toujours en mesure de fonctionner. Jeudi, vous devriez vous sentir mieux et être prêt à reprendre votre programme d'exercice. Cependant, considérez ce scénario. Le lundi, vous avez terminé votre programme d'exercice, mais immédiatement après, vous êtes cloué au lit et incapable de bouger. Le lendemain, vous ne pouvez toujours pas bouger ou effectuer vos activités quotidiennes, et ce pendant 3 ou 4 jours. Cela indique que vous en avez fait trop. Dans ce cas, vous devez contacter votre physiologiste de l'exercice ou votre entraîneur pour adapter votre programme afin d'éviter ces douleurs extrêmes. Il est normal de ressentir des courbatures pendant 1 ou 2 jours après l'exercice. En revanche, si vous êtes incapable d'effectuer des activités quotidiennes ou de marcher pendant 3, 4 ou 5 jours après l'exercice, c'est que vous vous êtes surmené. Il est crucial de demander conseil à votre professionnel de l'exercice pour obtenir un meilleur soutien. Examinons la relation entre l'exercice physique et l'hormonothérapie. L'exercice physique est connu pour faciliter les changements de composition corporelle. En revanche, la thérapie de privation androgénique, TPA, entraîne une augmentation de la graisse corporelle et une réduction d'environ 10 % de la masse musculaire, ce qui se produit généralement au cours des 12 premiers mois de traitement. La TPA, utilisée pour ralentir la progression du cancer de la prostate, y parvient en réduisant considérablement le taux de testostérone chez les hommes, souvent jusqu'à le rendre nul. Par conséquent, l'absence de testostérone dans le corps masculin peut entraîner des conséquences importantes, telles qu'une diminution de la masse musculaire, une prise de poids, des bouffées de chaleur et de la fatigue. Ces effets soulignent l'impact profond de la TPA sur divers aspects de la santé et du bien-être. Permettez-moi d'insister sur un point essentiel concernant la masse musculaire. Avec l'âge, la masse musculaire diminue naturellement, un concept que nous avons abordé précédemment. Maintenant, lorsqu'on combine ce déclin naturel avec une hormonothérapie, l'impact est amplifié. Par conséquent, pour les patients sous hormonothérapie, il est essentiel de s'engager dans un entraînement musculaire afin de préserver la plus grande partie possible de la masse musculaire. De plus, les hommes atteints d'un cancer de la prostate qui deviennent obèses en raison de facteurs comme la suppression des androgènes, une diminution de l'activité physique ou une alimentation due au stress sont exposés à des risques accrus de subir des effets secondaires liés au traitement. Comme mentionné précédemment, des problèmes tels que la prise de poids, la fatigue et les bouffées de chaleur peuvent s'aggraver avec une hormonothérapie. En outre, la réduction de la masse musculaire peut compromettre la forme musculo-squelettique et affaiblir la force, comme nous l'avons vu plus haut. Heureusement, l'exercice, en particulier l'entraînement musculaire, est efficace pour préserver la masse musculaire maigre et atténuer ces problèmes. Nous avons parlé plus tôt de l'importance des répétitions et des séries. Pour les patients qui suivent une hormonothérapie, je leur conseille généralement d'opter pour des charges plus lourdes, en visant environ 8 répétitions par série. Cela signifie qu'il faut se pousser jusqu'à l'échec à la 8e répétition. Cette approche s'appuie sur des recherches menées en Australie, où un groupe d'hommes a suivi un protocole de 8 répétitions pour plusieurs séries et a réussi à maintenir sa force au fil du temps. Pour les débutants,
Je ne me lance pas directement dans 8 répétitions, car cela pourrait conduire à un échec et à une blessure potentielle. Au lieu de cela, nous commençons avec des poids plus légers, peut-être 12 à 15 répétitions, ce qui leur permet de se familiariser avec les mouvements. Au fur et à mesure qu'ils s'habituent, nous augmentons progressivement le poids, jusqu'à atteindre les 8 répétitions. Il s'agit d'un parcours progressif, qui commence léger et s'intensifie graduellement. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, nous pouvons certainement en discuter plus en détail lors de nos rendez-vous à la clinique. Examinons le rôle de l'exercice physique et la réduction de la perte osseuse. L'ostéoporose est une maladie caractérisée par la perte de tissus osseux qui entraîne des os fragiles et cassants. La réduction de la masse osseuse augmente le risque de fracture et d'invalidité associée. Les hommes soumis à la TPA présentent souvent une densité osseuse plus faible, qui diminue encore avec la durée prolongée du traitement. Cependant, les hommes atteints d'un cancer de la prostate et recevant une TPA peuvent en toute sécurité faire de l'exercice pour aider à préserver la solidité et la fonction des os. Comme illustré à gauche, une matrice osseuse normale, en contraste avec les trous poreux indiquant une ostéoporose, comme on peut le voir à droite. Le traitement prolongé par TPA augmente le risque de développement d'ostéoporose, comme nous l'avons mentionné plus haut. Compte tenu des conséquences potentielles, telles que les fractures de la hanche résultant de chute, il est essentiel de renforcer la solidité des os, en particulier chez les patients qui suivent une hormonothérapie. Les exercices d'aérobie, de résistance et d'impact peuvent aider à la formation de masse osseuse, améliorer la structure osseuse, freiner la perte osseuse et réduire le risque de chute. Vous vous demandez peut-être ce qu'ont sont exactement les exercices d'impact. Il s'agit d'activités telles que le saut à la corde, les exercices de sautillement ou les sauts sur et hors d'une boîte. Même les actions les plus simples, comme marcher sur place ou se hisser sur la pointe des pieds et retomber sur les talons en tenant une chaise, sont considérés comme des exercices d'impact. Ces mouvements ont un impact sur les os longs de vos jambes, et le fait de les exécuter de manière répétitive au fil du temps peut contribuer à renforcer votre force. Toutefois, avant de commencer des exercices d'impact, il est important de consulter un physiologiste de l'exercice. Nous devons tenir compte de vos antécédents médicaux et de votre santé osseuse. Par exemple, si une scintigraphie de la densité minérale osseuse montre que vous avez des os très fragiles, commencer par des exercices à fort impact pourrait ne pas être sécuritaire et augmenter votre risque de fracture. Il se peut que nous devions commencer par des activités plus douces et progresser graduellement. Si vous souhaitez intégrer ces exercices, je vous recommande de prendre rendez-vous avec un physiologiste de l'exercice à la clinique du PCSC. L'exercice peut aussi être bénéfique pour la santé sexuelle et la libido. L'activité sexuelle et la libido diminuent normalement après l'intervention chirurgicale et pendant et après la TPA. Cependant, des études ont montré qu'un programme de 3 mois d'entraînement musculaire et d'exercice d'aérobie en groupe peut aider à maintenir l'activité sexuelle, stimuler la libido et améliorer les sentiments de masculinité. La résistance modérée à haute intensité et les exercices d'aérobie ont montré une certaine efficacité pour les patients sous TPA, peuvent également avoir un effet indirect sur le bien-être de la santé sexuelle. Nous ne disons pas que le fait de soulever des poids rétablira automatiquement votre libido ou résoudra la dysfonction érectile. Mais la littérature émergente suggère que la pratique de la musculation, que ce soit à la salle de sport ou à la maison, peut avoir un effet positif. Si vous êtes confronté à des problèmes importants en matière de santé sexuelle, nous vous recommandons vivement de prendre un rendez-vous avec notre infirmière en santé sexuelle et notre médecin en médecine sexuelle qui sont spécialisés dans ce domaine. L'hormonothérapie peut avoir plusieurs effets secondaires, dont les bouffées de chaleur ressenties par 80% des patients sous TPA. Un module entier est consacré à la gestion de ces effets secondaires. Si vous êtes confronté à l'un des effets indésirables de la TPA, nous vous recommandons vivement de participer au module sur la TPA, où des spécialistes vous aideront à trouver des stratégies pour y faire face. La santé mentale est un autre domaine critique, car une diminution de la santé mentale est fréquente chez les patients atteints d'un cancer de la prostate. De nombreuses personnes remarqueront des changements dans leur qualité de vie et seront confrontées à de nouveaux défis, tels que l'incontinence, la fatigue, la prise de poids et la perte de masse musculaire. Ces changements peuvent être accablants et les hommes ont souvent tendance à intérioriser leurs problèmes plutôt que d'en parler. Les amis et la famille peuvent essayer de vous aider,
mais ils ne comprennent peut-être pas tout à fait ce que vous traversez. Il est utile de parler à un professionnel qualifié, tel qu'un conseiller clinique, pour résoudre ces problèmes. Au lieu de refouler le stress et l'anxiété, il peut être extrêmement utile d'exprimer ses inquiétudes et de développer des stratégies d'adaptation. Nous avons un conseiller dans notre programme et il pourrait être très utile de prendre rendez-vous pour une consultation si vous êtes intéressé par ce soutien. En ce qui concerne l'exercice physique pour les personnes atteintes de métastases osseuses et d'un cancer avancé, il peut être sans danger s'il est correctement prescrit. Cependant, il est essentiel de discuter de votre situation à la clinique d'exercice du PCSC afin que nous puissions effectuer les évaluations nécessaires et poser les questions pertinentes. Par exemple, nous devons identifier les mouvements qui causent de la douleur ou de l'inconfort afin d'apporter les modifications appropriées et d'éviter d'exacerber les problèmes. Certains patients peuvent présenter une neuropathie périphérique après la chimiothérapie, qui entraîne une perte de sensation, généralement dans les mains et les pieds, et plus souvent dans les pieds. Cette perte de sensation peut augmenter le risque de chute. Si vous souffrez de neuropathie périphérique, il est important de parler à votre médecin. Il existe des exercices d'équilibre qui peuvent aider, mais c'est avant tout une question à discuter avec votre médecin. Un autre problème à connaître est le lymphodème, qui peut survenir après l'ablation des ganglions lymphatiques et la radiothérapie. Ce problème implique un gonflement des membres, plus souvent dans les jambes. Si vous constatez un gonflement, votre médecin peut vous recommander d'utiliser des bas de compression, de surélever vos jambes ou même de vous prescrire un diurétique. Il est crucial de parler de cela à votre médecin si vous présentez des symptômes. Si vous êtes également confronté à une prise de poids, il pourrait être utile de consulter notre diététiste agréé. Nous disposons d'un module consacré à la nutrition car de nombreux traitements peuvent avoir un impact sur le poids, surtout si la mobilité est réduite. La nutrition est un élément important de la gestion du poids. Alors, pensez à assister à l'exposé sur la nutrition. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous individuel avec le diététiste de notre programme. Nous voulons choisir des exercices qui réduiront et géreront spécifiquement les effets secondaires des traitements et des traitements du cancer de la prostate, ainsi que la réponse au traitement. En étant méthodiques dans nos choix d'exercices, nous pouvons obtenir des bénéfices plus importants à long terme. Pour commencer, nous aborderons plusieurs domaines clés: la sécurité, les objectifs, les obstacles et le soutien. En ce qui concerne la sécurité, il est essentiel d'obtenir l'autorisation de votre médecin, surtout si vous n'avez pas l'intention de consulter un professionnel de l'exercice. Si votre médecin vous donne le feu vert, vous pouvez alors procéder en toute confiance. Quand est-il sécuritaire de faire de l'exercice après une prostatectomie? En général, il y a une période de 6 semaines pendant laquelle il n'est pas recommandé de soulever des poids lourds et de faire des exercices d'entraînement musculaire. Pendant cette période, la marche est généralement la principale forme d'exercice. Une fois le cathéter retiré, je conseille aux patients de commencer par marcher légèrement chez eux. Au bout d'une semaine environ, ils peuvent passer progressivement à des promenades en plein air, en commençant par 10 minutes à la fois et en évaluant comment ils se sentent. Il est essentiel de surveiller la réaction de votre corps pendant, immédiatement après et le jour suivant chaque promenade. Si vous constatez une gêne accrue, des douleurs ou une incontinence importante, c'est le signe que vous avez peut-être exagéré. À l'inverse, si vous ne rencontrez aucun de ces problèmes, vous pouvez augmenter progressivement la durée de vos promenades, en passant de 10 à 12 minutes, puis à 15, et ainsi de suite. L'augmentation de l'intensité doit se faire progressivement, en incorporant toujours un échauffement, une récupération, des étirements légers et des exercices d'aérobie. Il est essentiel de commencer lentement et de progresser petit à petit pour éviter les blessures. Plutôt que de passer d'un poids de 10 livres à un poids de 20 livres, il est plus prudent d'augmenter d'abord les répétitions ou les séries, puis de passer progressivement à des poids plus élevés lorsque vous vous sentez à l'aise et capable de le faire. De même, lorsque vous utilisez du matériel d'exercice comme un vélo, il n'est pas conseillé d'augmenter immédiatement le niveau de résistance, simplement parce que le niveau actuel vous semble facile. Au lieu de cela, envisagez de maintenir le même niveau de résistance tout en augmentant progressivement d'autres facteurs, tels que la vitesse de pédalage. Par exemple, si vous pédalez au niveau 5 avec un rythme constant de 60 tours par minute, essayez d'augmenter
vos tours par minute à 70 ou 80 avant d'ajuster le niveau de résistance. Au fur et à mesure que vous vous adaptez à l'augmentation de la vitesse, le niveau 5 peut commencer à ressembler au niveau 6 à 60 tours par minute. La recommandation numéro 4 souligne l'importance de consulter un professionnel de l'exercice qualifié qui peut vous guider en toute sécurité à travers des exercices adaptés à vos besoins et à votre situation spécifique. Des organismes accrédités tels que la Société canadienne de physiologie de l'exercice, l'Exercice, un médicament Canada, l'American College of Sports Medicine et la Physiotherapy Association of BC veillent à ce que les professionnels disposent de l'expertise nécessaire pour travailler avec les patients atteints d'un cancer de la prostate. Il est possible de travailler avec un entraîneur, mais il y a un risque de malentendu ou de conseils inappropriés s'il n'a pas l'expérience des populations atteintes de maladies chroniques, comme les patients atteints d'un cancer de la prostate. Par conséquent, je recommande de consulter un professionnel de l'exercice, soit dans notre clinique, soit au sein de la communauté, afin de recevoir des conseils appropriés sur les protocoles d'exercice. Fort de ces informations, vous pouvez communiquer efficacement avec votre entraîneur, votre kinésiologue, en veillant à ce qu'ils suivent les lignes directrices recommandées afin de prévenir les blessures et d'optimiser votre programme d'exercice. Lorsqu'il s'agit de fixer des objectifs, nous consacrons beaucoup de temps à la clinique pour identifier vos objectifs et les obstacles potentiels à l'exercice. Nous sommes conscients que des obstacles surgiront au cours de votre parcours d'exercice et nous nous efforçons de les aborder de manière proactive. La définition d'objectifs est un aspect crucial de notre approche et nous utilisons souvent des objectifs SMART, un acronyme qui signifie spécifique, mesurable, axé sur l'action, réaliste et temporel. Premièrement, être spécifique implique de définir précisément ce que vous voulez atteindre. Par exemple, si votre objectif principal est la perte de poids, nous devons le quantifier. Quel est votre objectif de perte de poids? Disons environ 10 livres. Ensuite, nous le rendons mesurable en établissant une mesure claire pour suivre les progrès. Les objectifs axés sur l'action consistent à décrire la manière dont vous prévoyez atteindre votre objectif. Par exemple, s'engager à aller à la salle de sport 3 fois par semaine pendant 1 heure, avec 30 minutes consacrées au cardio et 30 minutes à la musculation. La fixation d'objectifs réalistes consiste à évaluer si votre objectif est réalisable dans un délai donné. Par exemple, il serait irréaliste de vouloir perdre 10 livres en 1 semaine, alors qu'il serait plus raisonnable de le faire en 2 ou 3 mois. Il est essentiel de tenir compte des obstacles potentiels. Que se passe-t-il si un ami vous invite à prendre un verre le jour où vous avez décidé d'aller à la salle de sport? Avez-vous un plan de secours? Il est essentiel d'anticiper des scénarios et de mettre en place des plans d'urgence. Enfin, la fixation d'un objectif temporel implique l'établissement d'un calendrier pour la réalisation de votre objectif. Il est réaliste de viser une perte d'1 à 2 livres par semaine sur une période d'1 mois, soit un total de 4 livres. Sur une période de 2 à 3 mois, cela pourrait se traduire par une perte de 8 livres, ce qui en fait un objectif plus réaliste et plus durable. Nous avons donc transformé l'objectif général « Je veux perdre du poids » en un plan plus spécifique et réalisable. J'ai l'intention de perdre 10 livres en l'espace de 3 mois. Pour y parvenir, je me suis engagée à aller à la salle de sport 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. Lors de chaque séance, je consacre 30 minutes au cardio et 30 minutes à la musculation. Pour assurer la cohérence, j'ai désigné le samedi comme journée tampon. Si des circonstances imprévues m'empêchent d'aller à la salle de sport pendant la semaine, je profite du samedi pour rattraper les séances manquées. En affinant notre objectif et en définissant un plan d'action clair, il devient beaucoup plus facile à atteindre et à gérer. Prochaines étapes. Si vous êtes satisfait des informations que nous avons abordées aujourd'hui, c'est fantastique. Toutefois, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec l'un de nos physiologistes de l'exercice, vous trouverez à la fin de cette session les informations nécessaires pour contacter notre clinique et prendre un rendez-vous d'évaluation. Pour les patients sous TPA présentant un risque de maladie cardiovasculaire, nous pouvons recommander l'orientation vers un programme de réadaptation cardiaque si nous identifions des facteurs de risque importants tels que l'hypertension artérielle, la glycémie, les taux de cholestérol, l'obésité ou les maladies métaboliques au cours de notre consultation. En plus de nos services cliniques,
de nombreux programmes et ressources communautaires locaux sont disponibles. Il s'agit notamment de cours d'exercice de groupe adaptés aux patients atteints d'un cancer de la prostate, de la participation à des équipes de bateaux dragons pour le cancer de la prostate, des groupes de soutien dirigés par des professionnels locaux de l'exercice physique, etc. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec notre clinique. Vous pouvez également accéder à Health Clinic BC en composant le 811, une ressource précieuse pour les questions relatives à la santé. Il dispose d'une équipe de cliniciens dévoués, notamment des diététistes, des infirmières et des professionnels de l'exercice agréés, en particulier des physiologistes de l'exercice spécialisés dans le travail avec les patients atteints d'un cancer de la prostate. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à communiquer avec eux car ils seront heureux de vous aider. Notre clinique participe activement à des initiatives de recherche visant à faire progresser les options thérapeutiques et à améliorer les résultats pour les patients. Bien que la participation à des études de recherche soit entièrement facultative, elle offre la possibilité de contribuer au progrès de la médecine. Cependant, si vous préférez ne pas participer, c'est tout à fait compréhensible. Enfin, j'aimerais mettre en lumière le Survivor Program, programme pour les survivants, une initiative d'exercice de groupe conçue pour les hommes ayant reçu un diagnostic de cancer de la prostate. Ce programme se déroule sur 6 à 12 semaines, à raison de 2 séances d'1 heure par semaine. Il est spécialement conçu pour aider les hommes atteints d'un cancer de la prostate à maintenir une routine d'exercice régulière. Le programme met l'accent sur le développement de la force par l'entraînement musculaire, les exercices de santé cardiovasculaire et l'amélioration de l'équilibre et de la souplesse, des éléments clés dont nous avons parlé aujourd'hui. La participation au programme est payante et vous pouvez choisir d'assister aux séances en personne par l'intermédiaire de BC Parks and Recreation ou de participer à distance via Zoom. Il existe plusieurs raisons d'envisager l'adhésion au Survivor Program. Tout d'abord, vous bénéficierez de l'expertise d'un instructeur qualifié, spécialisé dans le travail avec les patients atteints d'un cancer de la prostate. Ils personnaliseront votre programme d'exercice et proposeront des ajustements en temps réel pour s'assurer que vous effectuez les exercices de manière sûre et efficace. En outre, ils vous aideront à maintenir votre engagement en contrôlant votre assiduité et en vous apportant leur soutien si vous manquez une session. Un autre avantage important du Survivor Program est le sentiment de camaraderie que vous développerez avec les autres participants qui luttent également contre le cancer de la prostate. Ensemble, vous partagerez un parcours commun, vous vous soutiendrez mutuellement et vous vous motiverez tout au long du programme. De nombreux participants nouent des liens durables et étendent leurs relations au-delà de la classe pour socialiser et partager leurs expériences personnelles. Même si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, la possibilité de participer au programme via Zoom garantit l'accessibilité et la flexibilité. Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous êtes prêt à adhérer, n'hésitez pas à contacter notre clinique ou à consulter le lien du site Web fourni. En résumé, revenons sur les 4 piliers clés dont nous avons parlé. Pour les exercices d'aérobie, visez la plupart des jours de la semaine, en maintenant une intensité modérée pendant laquelle vous pouvez parler mais pas chanter ou siffler. L'idéal est de viser 30 minutes par jour, ce qui peut être réalisé par des séances de 10 minutes si cela est nécessaire. Les activités comme la marche, la course à pied, le vélo ou la natation sont des options appropriées. En ce qui concerne l'entraînement musculaire, visez au moins 2 séances par semaine, en vous concentrant sur 8 à 10 exercices ciblant les principaux groupes musculaires. Effectuez 2 à 4 séries de 8 à 12 répétitions avec des intervalles de repos appropriés. Cela peut aller de 15 à 45 minutes et peut inclure des exercices au poids du corps, des haltères courts ou des bandes de résistance. Les exercices de souplesse devraient être effectués les jours d'exercice, en visant la plupart des jours de la semaine à une intensité légère. Consacrez 10 à 15 minutes à des étirements doux en veillant à ce qu'ils soient indolores et confortables. Pour l'équilibre, visez 1 à 2 séances par semaine, en augmentant la fréquence si vous avez plus de 65 ans, si vous souffrez d'ostéoporose ou si vous avez des problèmes d'équilibre. Concentrez-vous sur des exercices de faible intensité, tels que les positions debout sur une jambe ou les marches talons-pointe, en visant 10 à 15 minutes par séance pour améliorer la stabilité et la conscience du corps. En fin de compte, le but est de favoriser plus de mouvement et de réduire les comportements sédentaires.
Si vous souhaitez réserver des sessions d'éducation ou des rendez-vous en clinique, veuillez contacter notre coordinatrice de programme. Ses coordonnées figurent sur cette diapositive. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo aujourd'hui.